Ce que je vous propose maintenant, c'est que Anne-Valérie nous parle l'enfant avec autisme va à l'école. Voilà. Anne-Valérie. Merci. Rebonjour à tous. Voilà, donc on va commencer donc, ce document sur l'enfant autisme va à l'école. Je vais donc passer sur le côté, partir du côté beaucoup plus pratique, on va dire, puisque c'est dans ma posture d'enseignante avec ces enfants. Alors à l'école primaire, je vais essentiellement m'attacher à l'école primaire, hein, puisque Christine a bien développé l'aspect collège. Donc on a vu avec Christine que l'enfant est largement scolarisé au niveau de l'école maternelle. Quand il s'agit d'école élémentaire, c'est beaucoup plus difficile au niveau de l'inclusion en classe ordinaire et qu'on est bien souvent, on retrouve ces enfants en classe spécialisée. Alors je vais décliner mes arguments au niveau de différents points. On va traiter d'abord les objectifs de la scolarisation de ces enfants avec autisme. Alors, ce qui me semble important, c'est que le premier objectif pour tout enseignant, c'est d'obtenir la coopération de l'enfant. L'enseignant se trouve bien souvent un peu démuni, il a un enfant différent, qu'il n'est pas tout à fait semblable aux autres enfants. Son fonctionnement lui est un petit peu inconnu. Tout cela génère bien souvent des angoisses pour cet enseignant qui est un peu perdu. Cet enfant ne le regarde pas, ne lui parle pas, on l'appelle, il ne répond pas à son prénom, il se met dans un coin, il va jouer avec ses petites voitures inlassablement. Bon, je conçois tout à fait que l'enseignant soit un peu perdu. Et bien souvent, quand l'enseignant essaie de rappeler l'enfant à sa table pour fonctionner comme les autres en tant qu'élève au niveau de sa posture, de s'asseoir et de se mettre au travail, et bien d'un seul coup, l'enfant se met à crier, à hurler, à se mordre parfois, et l'enseignant est un peu perdu. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que j'ai mis, donc les troubles du comportement qui sont générés par justement toutes ces particularités sensorielles de ces enfants. Alors ce qui me paraît important en premier lieu, en premier objectif, c'est d'obtenir la coopération de cet enfant pour qu'il puisse être en classe et obtenir un statut d'élève. Alors comme on le voit sur cette photo que j'ai voulu mettre, donc la première coopération avec cette petite fille qui a 3 ans, vous voyez, je l'ai sur mes genoux, puisque au départ, elle ne voulait absolument pas s'asseoir face à moi. Et là, tout simplement, mais on joue ensemble. Donc on a obtenu cette coopération où elle me met des petits jetons sur les doigts. Ensuite, on a joué à souffler avec un ballon. Alors j'ai soufflé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle n'y a pas fait très attention. Et puis, à force de répétition, elle a pris le ballon, elle me l'a tendu et elle me l'a mis dans la bouche. Et à ce moment-là, elle m'a signifié « je t'ai repéré, agis maintenant ». On n'en était pas encore au niveau du langage, mais on avait déjà une première approche, une première coopération. Alors ensuite, après, une fois que cette coopération est en place, cet enfant a une particularité, c'est qu'il faut tout lui apprendre. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Apprendre à apprendre ». Donc le guidage avec l'enfant est vraiment un outil au service des apprentissages. Et j'aimerais citer Theo Peters qui souligne à juste titre « L'accompagnement corporel est très utile pour l'accomplissement de nouvelles tâches. Le professeur se place à l'arrière, derrière l'élève et exécute les mouvements en posant ses mains ou ses bras sur les bras ou les mains de l'élève. 4 mains exécutent simultanément l'exercice. » Alors, dans cette première photo, vous allez voir donc, le guidage ici. Donc, je suis derrière l'enfant, comme le dit Theo Peters. Nous avons nos 4 mains qui agissent tout ensemble. Je lui tiens la main pour la guider au niveau de l'écriture et de mon autre main, je maintiens sa deuxième main pour qu'elle soit posée et calme. Dans le deuxième temps, ici, au niveau du guidage toujours, donc cette fois, je suis assise. Les choses ont avancé, donc je peux
être un petit peu plus éloigné, moins dans la posture où je l'entoure. Et là, je n'ai plus qu'une main qui guide sa main pour apprendre à écrire et à tracer. On est sur des pistes graphiques ici, d'un niveau petite section maternelle pour une enfant de 3 ans. L'étape suivante, là cette fois je n'en serre plus l'enfant au niveau de mon corps et si vous le voyez bien, je guide sa main, je lui enserre le poignet et donc le guidage est un petit peu différent et ce qui développe effectivement l'autonomie de l'enfant jusqu'à ce que finalement l'enfant ayant senti toutes ces approches finissent par lui-même, on le sent, on lâche petit à petit et elle va se mettre à écrire toute seule. Alors dans cette 4e photo, je montre un petit exercice de travail avec support adapté. Donc là, on est sur un guidage complet où l'enfant ne sait pas se saisir des étiquettes pour les placer au bon endroit. Et là, on est vraiment dans le guidage de cette première photo que vous avez vue tout à l'heure. Mais bien évidemment, au bout de 2-3 séances, la petite fille saura le faire toute seule. Alors le 3e objectif, très important, c'est celui de la valorisation. Il faut impérativement valoriser les réussites et les compétences de ces enfants. Alors on a tous connu à l'école les petits points jaunes, le bonhomme qui rigole, les bons points, même quand on n'était pas avec un public d'enfants en situation de handicap ou d'autisme, on a connu les bons points, tu as bien travaillé, tu as un bon point. C'est quand même une monnaie courante au niveau de l'école et ça se fait encore pas mal dans pas mal de classes. Voilà, donc valoriser cet enfant, c'est quelque part le récompenser. Il a fini son exercice, il a réussi, vous voyez, elle applaudit. Elle applaudit et pour la récompenser, comme elle adore, je lui fais des petites chatouilles, elle rigole et c'est très bien et du coup on peut se remettre au travail. Dans cette autre situation, donc, il s'agissait de reproduire des formes à partir d'un exemple. Là, on travaille en face à face, on n'est plus dans le guidage puisque le jeune enfant est autonome de ce côté-là. Et là, je le félicite, je lui dis bravo, tout simplement. Il pose ses mains à table et il est très fier de lui. Le 4e objectif est celui de l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est un gros travail. Je reviendrai tout à fait sur ce qu'a dit Christine, sur ce que le professeur de physique-chimie d'Emeric a bien énoncé. L'observation est première. Cet enfant, on ne le connaît pas, il ne vous connaît pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de prendre le temps de l'observer. Alors, l'observer, ça veut dire prendre des notes, le regarder en classe, comment il se comporte, combien de temps il reste assis à sa place. Et puis, c'est aussi travailler individuellement avec lui pour pouvoir observer ses compétences. Alors, ces compétences, on va s'appuyer sur ces compétences pour enfin pouvoir l'évaluer. Donc j'avais mis 2 tableaux, je pense qu'on les voit séparément. Donc là, il s'agissait d'un bilan de vie collective en classe. Le détail n'est pas... Voilà, là c'est un détail très très complet sur un enfant quand même très autonome. Mais on peut très bien faire des auto-évaluations avec des enfants où on se fixe des objectifs tout simples, qui sont à sa portée, et quand l'objectif est réussi, on passe à un autre. Ensuite, pour vraiment évaluer cet enfant, l'idéal est de passer quand même sur des évaluations de type national, des évaluations reconnues qu'on trouve sur tous les sites des différents du ministère, sur les inspections académiques. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre l'évaluation qui correspond à l'âge de l'enfant, mais l'évaluation qui correspond à son niveau de compétence. Voilà. Le but étant toujours la valorisation de ses compétences. Donc, sur ce tableau qui est une évaluation de lecture d'un niveau de fin de CP, ce que vous voyez, c'est que j'ai pris une évaluation qui correspondait au niveau de l'enfant et ce qu'on valorise, c'est le vert. Ce sont les compétences acquises.
Alors le cinquième point, très important, c'est la construction du projet. Voilà. Alors le projet est à construire pour cet enfant. Il y a le projet, je voulais dire d'abord, ce n'est pas un programme. Un programme, c'est un programme pour une classe de CE1, il y a un programme. Pour cet enfant en particulier, on va construire un projet qui est à la fois individuel, c'est-à-dire que c'est son projet, et personnalisé dans le sens où ça va être le projet qui correspond à ses compétences. Donc un enfant pourra très bien au sein d'une classe travailler des maths de niveau CE1, de la lecture de niveau CP et bien même à l'intérieur des mathématiques avoir des compétences par exemple en géométrie d'un niveau CE2 alors qu'en calcul des compétences d'un niveau de début de CE1. Donc c'est pour ça que le projet doit être individualisé mais aussi personnalisé. Alors on va passer aux outils. Donc les outils sont très très importants pour travailler avec ces enfants parce qu'il faut savoir que ces enfants sont avant tout visuels. Donc au niveau de la communication, vous allez souvent vous retrouver face à des enfants parfois non-verbaux qui ne vont pas vous parler. Alors ils ont bien souvent un classeur PEX ou en image ou qui a été mis en place, ou en Macathon hein, sur la petite image de droite, qui a été mis en place par les parents à l'aide de l'orthophoniste. Il est important que ce classeur, s'il existe déjà, viennent à l'école. Quand les parents le mettent dans le cartable, il est important aussi d'apprendre à l'utiliser en tant qu'enseignant. Bon, pour ça, le CNED fera aussi des formations à l'attention des enseignants. Deuxième outil, le timer, qui est un support visuel essentiel pour travailler le temps de travail, le temps qui reste. Et ensuite, les pictogrammes, bien évidemment, quand l'enfant ne sait pas encore lire, les pictogrammes l'aident à comprendre quelle est la consigne. Le deuxième outil, l'emploi du temps visuel. Alors cet enfant très visuel a besoin de connaître ce qui va se passer pendant et après, et sur le moment. Donc il est vraiment très utile de mettre en place un emploi du temps qui va l'aider à se repérer dans le temps et qui pourra être travaillé aussi à la maison avec les parents. Donc je vous ai présenté 3 emplois du temps. Ici, vous avez un emploi du temps que j'ai souhaité vraiment présenter parce que, bon, vous voyez qu'il s'agit d'un enfant qui est scolarisé en CLIS tous les matins et à l'IME tous les après-midi pour dire qu'un partenariat médico-social peut se faire. Cet enfant est en non-lecteur. Les mots sont écrits, mais il a aussi le pictogramme pour s'y retrouver dans son emploi du temps. Vous avez ici un autre type d'emploi du temps où il y a des inclusions en classe ordinaire, le travail dans une classe spécialisée et le service de soins après sur 2 après-midi par semaine. Et ici un emploi du temps beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit d'un enfant lecteur qui n'a plus besoin des pictogrammes et là on utilise les couleurs vraiment pour qu'il se repère sur ces temps d'inclusion, ces temps de travail en autonomie, ces temps de travail en collectif et ces temps de travail en individuel. Voilà. Donc voilà l'emploi du temps en grand format. Alors les outils, c'est aussi des supports adaptés. On l'a bien vu, Christine l'a bien évoqué. Alors ici, je vous présente un support adapté vraiment pas difficile à faire. Hein. Il s'agit d'une méthode de lecture bien connue depuis plus de 20 ans dans l'enseignement, hein, qui se nomme Ratus et ses amis. Bon, cet enfant, dans sa classe d'origine, travaille en lecture avec cette méthode. Donc il s'agit d'individualiser, de personnaliser le support par rapport à ses compétences. Et on voit bien donc, les petites étiquettes de Ratus, mot à mot, qu'il reconstitue par méthode de Scratch pour élaborer des phrases. Ici, il y a un support d'écriture qui est très intéressant, j'allais dire, parce que ce type de support avec des lignes en couleur fonctionne très bien aussi pour tous les autres enfants qui ont des difficultés. Je pense aux enfants dyslexiques, mais je pense à bien d'autres enfants. Et puis, le côté fiche plastifiée, eh bien, il n'y a pas d'erreur, parce que l'enfant se trompe, il efface. Donc, il a le droit à l'erreur, et finalement, à l'arrivée, il est valorisé parce qu'il a réussi.
Vous avez ici un autre type de support, donc toujours à Scratch pour travailler donc la lecture des chiffres de 1 à 5, tableau à double entrée, donc ça fait une double compétence. Et vous voyez que l'enfant, avec ce type de support, est très concentré et très à même de les utiliser. Alors, on passe à une autre partie très importante, créer des liens. Alors, voilà, pour que ça fonctionne, il ne s'agit pas seulement que l'enseignant et l'AVS travaillent en classe avec cet enfant. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de réelles relations de partenariat au sein même de l'école. Donc, avec l'AVS, bien évidemment. Alors, des parties seront déclinées plus tard par le CNED, justement, à l'intention des AVS. Donc, je ne vais pas m'attarder. Avec l'équipe pédagogique, le directeur, les autres professeurs des écoles, voilà, parce que cet enfant va en cours de récréation, a des camarades dans la cour de récréation, donc il est important d'informer les autres professeurs des autres classes. Voilà, le directeur est quand même celui qui fait les liens avec les parents. Et enfin, je dirais le plus important aussi, hein, donc après le travail avec cet enfant, le plus important, c'est le travail avec les parents. Alors n'oublions pas que les parents sont tout de même les premiers experts de leurs enfants, ils le connaissent depuis qu'il est tout petit. Il est vraiment essentiel de travailler main dans la main avec eux. Alors comment travailler avec eux? Bon, je dirais on a plusieurs sortes de rencontres. On a les rencontres informelles qui se font au portail. Bonjour, ça va, la journée s'est bien passée. Ensuite, on a les réunions pédagogiques qui sont des moments souvent difficiles à appréhender pour les parents. Et moi, je pense que les réunions pédagogiques peuvent tout à fait se préparer en avance avec les parents, sur des temps de travail avec les parents où on les rencontre, on met à plat ce qui se passe, on discute avec eux, on prend en compte les outils pédagogiques qu'ils peuvent apporter, comme justement on a vu le classeur PEX de l'enfant, parce qu'ils ont déjà fabriqué pas mal d'outils eux-mêmes pour leur enfant. Et puis, autre solution, autre apport, donc je parle du cahier de liaison. Alors, cahier de liaison qu'on appelle en maternelle et qu'on utilise cahier de vie, cahier de liaison, cahier de journal. Donc un cahier de liaison entre la classe et la famille. Alors j'ai mis un exemple ici de cahier de liaison complété avec l'enfant sur ce qu'il a travaillé le matin, l'après-midi et ensuite l'avis de l'adulte sur cette journée. Voici ici un cahier, une journée complétée par un enfant autiste. L'avis de l'adulte à la fin. Ce cahier de liaison, il est à double sens. L'enfant le ramène à la maison, le parent le lit le soir, peut reverbaliser avec l'enfant ce qui s'est passé dans sa journée. Ce cahier de liaison aussi est important dans l'autre sens. Le parent le week-end peut mettre un mot, raconter ce qui s'est passé, l'enfant peut faire un dessin et il y a ce second retour. Voilà. Alors, créer des liens, c'est aussi des relations de partenariat hors de l'école, avec les professionnels libéraux, les orthophonistes, ergothérapeutes, avec les personnels de soins hospitaliers et médico-sociaux. J'insiste pour l'avoir fait, quand on les sollicite, ces personnes viennent. Voilà, moi j'ai pu avoir des orthophonistes qui, au lieu de faire leur séance d'orthophonie en libéral, en cabinet, sont venus dans la classe, juste observer l'enfant dans la classe, en séance de lecture, comment ça se passait. Et ça leur sert de piste pour travailler beaucoup plus tard. Et après, alors cet enfant va à l'école pour apprendre, donc il y développe des compétences cognitives, des compétences sociales, son autonomie, et peu à peu, il acquiert un statut d'élève. J'aimerais conclure vraiment avec cette citation de Joseph Chovanec, que j'ai beaucoup aimé, qui résume un peu tout ce qu'on a dit aussi, Christine, à propos de l'inclusion. Donc dans « Je suis à l'Est », alors Joseph Chovanec, autiste et savant, page 26, je le retrouve, voilà. Mon premier contact avec l'école a été l'année de grande section, où je n'allais qu'à mi-temps, le matin. M'y rendre l'après-midi était impossible. Je me souviens fort bien de la réunion avec la directrice à laquelle je n'avais rien compris naturellement, si ce n'est que plus tard, mes parents m'avaient expliqué qu'elle avait été réticente au compromis proposé avant d'accepter.
À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par la maîtresse, voulait que je redouble parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer au CP. Rétrospectivement, je me dis que si on avait attendu que je les acquière, je serais peut-être encore en grande section. C'est une thèse de philosophie. Hein. Oui, voilà. Alors il faut le dire, puisque tu connais Joseph de Visu, donc voilà, je trouve que cet extrait montre vraiment à quel point c'est pas parce que l'enfant ne vous a pas montré ses compétences qu'il ne faut pas continuer l'école. Voilà. Alors on ne va pas se poser la question sur un enfant sourd-muet. On va se dire, bah oui, il sait pas parler, mais il sait lire. Mais alors un enfant avec autisme, il ne sait pas parler, donc il ne sait pas lire. Or, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui savent lire, et qui savent lire avant d'explorer leur entrée dans le langage. Donc il faut vraiment être très vigilant, et c'est pour ça que l'observation de ces compétences est un point essentiel. Voilà, et je termine donc sur un livre que j'ai auto-publié, témoignage de mon travail avec ces enfants autistes en CLIS. Alors, Anne-Valérie, je vous remercie pour cette présentation très riche, très pratico-pratique. C'est vrai qu'on a pu découvrir votre pratique d'enseignante. Il y a des questions qui ont été posées. La première, ma fille autiste ayant redoublé sa grande section se trouve actuellement être en avance. Elle a commencé à lire, à faire des additions, des dictées de mots. Et la maman se demande comment est-ce qu'elle doit gérer cela avec l'équipe pédagogique qui a du mal, a priori, à reconnaître ses capacités. Alors, ça rebondit exactement sur la citation que je viens de faire de Joseph Chovanec, puisque justement, c'est un peu le souci qu'ont les enseignants, c'est de savoir déceler les potentialités de ces enfants. Alors c'est vrai que bien souvent, je pense qu'il faut s'appuyer sur ses compétences, c'est-à-dire qu'un enfant autiste, un enfant avec autisme a souvent des pôles de compétences en particulier, des pôles où il va être beaucoup plus expert. Donc on va s'appuyer sur ces pôles de compétences pour aller déceler ce qu'il peut travailler par ailleurs. Alors je pense que les enseignants de maternelle, bien souvent, ils manquent d'outils aussi. Ils manquent d'outils, ils sont un peu perdus, ils ont de grands effectifs, ils ont une AVS qui n'est peut-être pas suffisamment formée. Donc bon, j'espère aussi qu'avec Canal Autisme, ces outils qu'on va mettre en ligne sous forme de curation pourront aider les enseignants et les AVS justement à travailler là-dessus. Alors, une autre question sur voilà, une question d'une maîtresse où la maîtresse s'interroge sur le degré qu'elle a, sur la capacité à pousser l'enfant. Elle évoque une situation où elle demandait à l'enfant de faire un dessin, l'enfant ne voulait pas, pleurait, et au moment où elle a évoqué « si tu fais ton dessin, tu pourras aller en récréation », et là, l'enfant fait le dessin et part tout content en récréation. Elle se pose des questions et elle s'interroge sur sa pratique. Est-ce que c'est bien, pas bien? Si vous avez voilà, une réponse à apporter. Voilà, alors écoutez, moi je trouve que c'est bien. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu peur, puisque dans l'idée, la maîtresse a eu le sentiment d'avoir fait le forcing auprès de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle constate? Bon, elle est allée au bout, elle l'a forcé, l'enfant a peut-être crié, pleuré, n'a pas voulu. Finalement, il a fait l'exercice et tout content, il est parti en récréation, c'est ce que vous dites. Donc, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est très bien. Maintenant, la maîtresse est en questionnement parce qu'elle se demande si elle n'a pas, elle-même est devenue angoissée finalement à avoir forcé cet enfant. Je dirais que finalement, cette maîtresse a eu beaucoup de bon sens. Parce que pourquoi est-ce qu'elle demande à Pierre, Paul ou Jacques dans sa classe de faire l'exercice et puis à cet enfant avec autisme, oh ben non, lui le pauvre, on va le laisser tranquille, il ne sait pas le faire. On ne peut pas être dans cette compassion tout le temps, il faut quand même les stimuler. Maintenant, j'entends bien qu'il ne faut pas non plus aller trop loin et générer des crises de l'enfant. Ça se sent très vite quand on commence à les connaître, à les appréhender. Il y a un moment où on sait qu'il faut s'arrêter. Il y a un moment où on sait qu'il faut continuer. Et je pense que la maîtresse se pose la question, mais en elle-même, elle avait déjà trouvé la réponse. Une dernière question là, qui a été posée à distance. Comment gérer la dimension des examens et des évaluations sur le plan institutionnel? Parce qu'effectivement, on parle de pédagogie individualisée. Les examens,
Comment ça se passe d'un point de vue institutionnel? Est-ce qu'il y a des adaptations aussi possibles? Comment est-ce que ça peut se... Alors, on va répondre à deux, je pense, avec Christine. Mmh. Moi, je dirais d'un premier abord, bon, déjà, au niveau des textes, tout enfant ayant une situation de reconnaissance de handicap a le droit à un tiers-temps. Ça, c'est... Voilà. Ensuite, à voir si l'enfant peut avoir la présence de son AVS pour la relecture des questions. Bien souvent, le problème des énoncés, c'est qu'un énoncé propose plusieurs consignes en même temps, ce qui génère des difficultés pour cet enfant qui a besoin d'avoir une consigne et une seule à la fois. Donc là, l'AVS, sans faire l'exercice du tout à sa place, peut très bien, première consigne, deuxième consigne. Si besoin est, on a le picto à côté qui donne la consigne. Et puis voilà. Christine, oui, non, j'ai rien à ajouter. C'est vrai qu'il y a des textes là qui précisent ces différents aspects, donc il faut qu'ils soient respectés. De l'ordinateur aussi, pendant les examens, les évaluations peut se faire. Si l'enfant a un ordinateur, il n'y a pas de souci, il a le droit à son ordinateur. D'accord. Donc merci Anne-Valérie.